Oui, nous sommes partisans du vote obligatoire parce qu'il nous semble que la citoyenneté est consubstantielle à l'identité et à l'appartenance à la nation. J'ai déjà expliqué l'enchaînement de ces concepts. En France, pour nous, la République fonde la nation et non l'inverse. En tout cas, c'est le résultat de l'histoire et les variations de ses frontières en attestent. Par conséquent, l'acte concret par lequel nous entrons dans une communauté, la communauté nationale, qui est la communauté républicaine, c'est le fait qu'on s'implique en tant que citoyen et donc qu'on vote. Mais je voudrais préciser tout de suite que nous n'avons présenté cet amendement en faveur du vote obligatoire que parce qu'en même temps, quelques amendements plus loin, nous proposons la reconnaissance du vote blanc. Parce qu'il ne faut pas que le vote obligatoire soit un vote contraint. Et on doit laisser aux citoyens la possibilité de décider que la totalité de ce qui leur est proposé ne leur convient pas et que par un vote blanc, ils en rejettent la proposition. Voilà. Dans ces conditions, en vous demandant de le voter, je vous demande de penser qu'il y aura l'amendement complémentaire sur le vote blanc et sa reconnaissance dans un instant. Ou Monsieur Lachaud sur justement le vote blanc. Tout à fait. Il y a, nous l'avons déjà dit, une crise démocratique. 25% d'abstention pour la présidentielle de 2017, qui est pourtant l'élection qui mobilise le plus de nos concitoyens. Plus de 11% de vote blanc, un record. Et aux législatives, les élections desquelles découle notre mandat, votre mandat, quasiment 57% d'abstention. Ne pas voir la crise de démocratie actuelle, alors même qu'elle est non seulement française mais européenne, relève d'un dangereux déni ou d'une terrible déconnexion. Bien sûr, la comptabilisation du vote blanc n'est pas la solution en soi. Nous avons fait et nous portons d'autres propositions. Cependant, donner un effet contraignant au vote blanc, c'est obliger les personnes élues, comme celles prétendant à l'être, à proposer une véritable offre politique, non un programme par défaut qui, au lieu de convaincre sur la base de positions politiques, fait de la formulation de propositions tièdes, du lustrage communicationnel, de l'absence de projet politique ambitieux, les règles du débat politique et la condition de la victoire. Les électeurs et les électrices doivent pouvoir signaler si aucune offre politique ne leur convient. Merci. Voilà pourquoi nous vous proposons de reconnaître la comptabilisation du vote blanc. Merci, monsieur le député. Amendement 1044, Madame Vainqueur-Christophe, toujours sur le vote blanc. Merci, Monsieur le Président. D'abord, sur la série d'amendements qui demandent la prise en compte la reconnaissance du vote blanc parmi les exprimés, car c'est de cela dont il s'agit. La loi du 21 février 2014 prévoit bien que les votes blancs sont désormais décomptés. Ils sont décomptés séparément des votes nuls. Vous savez, avant on disait blanc et nul, maintenant on les sépare. Et en tant que tel, au procès-verbal, de sorte que les citoyens peuvent depuis lors savoir très exactement la part des votants qui ont déposé dans l'urne un bulletin vierge. Ça, c'est une première progression qui a eu lieu en 2014. Ensuite, l'article L65 du Code électoral précise: les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait mention dans les résultats du scrutin. Donc, ceci est satisfait et j'ajoute que c'est de rang évidemment législatif. Je voudrais, Monsieur le Président, apporter un petit complément parce que l'amendement qu'a défendu Monsieur Lachaud est d'une nature un peu différente de celle des autres collègues qui se sont exprimés. Et là, nous divergeons très clairement. Nous divergeons, ce qui me surprend un peu plus chaque jour, mais enfin, je vis avec. Et donc, je ne vais pas vous rappeler donc, ce que je viens d'indiquer sur le vote blanc, mais surtout, dans votre amendement, vous indiquez que, au-delà de la reconnaissance du vote blanc, il faudrait en faire un droit de veto, en quelque sorte, en disant qu'un pourcentage élevé pourrait entraîner la nullité de l'élection. Ce qui fait que le vote, à vos yeux, n'est plus une réponse, mais une invalidation de la question posée. Donc je suis évidemment défavorable à cette évolution. Nous sommes dans une démocratie où chacun doit se montrer responsable en choisissant parmi les candidats ou à défaut en se présentant soi-même, après tout, pour défendre ses propres idées. Tandis que le vote blanc pourrait, si on suivait votre raisonnement, être
un outil de dévoiement de la démocratie où tous les ronchons de la terre pourraient finalement venir simplement s'opposer à tout et faire vivre leur insatisfaction perpétuelle. Ne souhaitons pas cela à notre démocratie et à nos citoyens. Ne les incitons pas à démissionner ou à nier au fond la capacité à choisir. Faisons-en plutôt des candidats, n'organisons pas leur démission. Donc très défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Monsieur le Président, sur le vote blanc, je ne rappelle pas ce que vient de dire Richard Ferrand. Le gouvernement a effectivement mis en œuvre des mesures pour reconnaître le vote blanc en les excluant du champ des bulletins nuls. Donc c'est la loi de 2014 qui fait qu'ils sont décomptés séparément et mentionnés en tant que tels dans les résultats du scrutin. En revanche, le gouvernement n'est pas favorable à aller au-delà et à ce que les votes blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés. Il y a 3 raisons qui nous conduisent à adopter cette position, donc qui est défavorable à l'amendement proposé. La première raison, c'est parce qu'on considère que dans le cadre d'un scrutin majoritaire, la prise en compte du vote blanc dans les suffrages exprimés pourrait rendre plus difficile l'accès au second tour et aboutir à l'absence de la majorité absolue. Ensuite, parce que intégrer les bulletins blancs dans les suffrages exprimés lors des élections à la représentation proportionnelle risquerait de rendre plus difficile l'atteinte du seuil des 5% des suffrages exprimés, qui est souvent nécessaire pour la répartition des sièges. Et donc, cela pourrait heurter le principe constitutionnel d'expression pluraliste des opinions et de participation équitable des partis à la vie démocratique. Et enfin, surtout, parce que nous considérons qu'une élection sert à désigner un vainqueur, que celui-ci qui sera chargé d'exercer des fonctions publiques doit avoir une forte légitimité politique et évidemment cela pourrait y nuire. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui conduit M. Lachaud à préciser dans son amendement, à évoquer dans son amendement l'insuffisante expression du corps électoral qui entraînerait l'invalidation de l'élection, ce avec quoi nous ne sommes évidemment pas du tout d'accord. On va dire que l'accession du droit de vote est un moment important dans la vie des jeunes adultes. Il marque l'entrée dans la société politique. La définition du corps électoral est un enjeu démocratique décisif puisqu'il définit qui prend la décision. Or, avec le vieillissement de la population, en 2035, environ 30% de la population aura plus de 60 ans contre 22% pour les moins de 20 ans. Or, les décisions prises engagent tout le monde également. Il n'est pas sain qu'une société soit dirigée par les classes les plus âgées en écartant les problématiques vécues par les jeunes générations. Les jeunes sont sous-représentés dans les instances élues et plus encore dans les instances exécutives. Combien sur ces bancs ont moins de 30 ans? Nous n'avons rien à gagner à exclure la jeunesse de la société politique. Ce sont eux qui sont l'avenir de notre société, eux qui vivront dans 50 ans les conséquences des décisions prises par les dirigeants actuels. À 16 ans, une personne peut travailler et voter aux élections professionnelles. Un jeune homme ou une jeune femme peut assumer la responsabilité parentale, être émancipé de ses parents. La jeunesse est notre avenir, pourtant nous ne faisons rien ou si peu pour qu'elle participe à la vie politique. On y compte par exemple la plus grande proportion de mal inscrits sur les listes électorales. Il faut que nos institutions s'ouvrent très largement à l'avenir, donc à la jeunesse. En votant cet amendement, 1,7 million de personnes entreront dans le corps électoral. Faisons confiance à la jeunesse, c'est la meilleure façon de préparer l'avenir. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, monsieur le président, ce fut un avis défavorable en commission des lois quand nous avons cru que l'amendement avait pour objectif d'abaisser la majorité à 16 ans, ce qui est du domaine de la loi et de la Constitution. Mais à lire mieux, et pas seulement une seule fois, l'amendement proposé, c'est un avis encore plus défavorable, puisqu'il est clair que vous n'entendez pas abaisser la majorité, mais pire, en dissocier de la majorité le droit de vote. Voter, c'est quand même prendre part à la détermination des choix de son pays pour l'avenir, c'est une responsabilité considérable, nous l'avons évoqué, c'est l'acte le plus, sinon le plus, en tout cas le plus important dans la vie du citoyen. Or, dans votre conception, cela voudrait dire que, finalement, on ne serait... soit, si vous voulez, on est assez grand pour voter et on ne peut pas être trop petit pour conduire, trop petit pour se marier, trop petit pour assumer les conséquences économiques et pénales de ses actes.
Le droit de vote, qui est à nos yeux un acte parmi les plus élevés de la vie de citoyen, ne peut donc pas être dissocié de l'âge de la majorité à nos yeux. C'est pourquoi c'est un avis, je vous l'ai dit, très défavorable. Madame la ministre. Oui, c'est également un avis défavorable parce que cet amendement romprait l'équilibre qui a été établi entre plusieurs types de majorités. Cela me semble extrêmement difficile et ce n'est pas de niveau constitutionnel non plus. Merci, Madame la ministre. Monsieur Mélenchon. Bon, vous avez bien compris, il s'agit du droit de vote à 16 ans. Bon. Vous dites oui, mais vous le séparez de la majorité. Bon, j'ai compris. Il y a deux sortes de droits qui sont liés à ces deux États. Mais ce n'est pas la seule fois. Un jeune de 16 ans peut exercer l'autorité parentale. Un jeune de 16 ans peut être émancipé et donc assumer toutes les responsabilités. Un jeune de 16 ans peut voter aux élections prud'homales. Par conséquent, oui, ça crée une situation d'un type nouveau, mais pas si nouveau que ça, puisqu'il est déjà préfiguré en partie par les situations que je viens d'évoquer. En le mettant dans la Constitution, eh bien, on établit le caractère constitutionnel de cette différence. Par conséquent, ce n'est pas l'inadéquation juridique qu'il fait évoquer, mais d'autres arguments. Par contre, vous ne répondez pas à l'argument de Bastien Lachaud lorsqu'il vous dit tel que nous sommes partis et en tendance, voilà ce que va être le corps électoral dans les prochaines années. D'où l'intérêt pour nous d'abaisser à l'âge de 16 ans pour y faire entrer 1,5 million de plus de jeunes, sans que pour autant nous changions leurs conditions personnelles et notamment le fait qu'à 16 ans, on n'est pas responsable de la même manière pénalement qu'on l'est à 18 ans. Et alors, le président de la République vient dire que quelqu'un qui a un handicap mental et qui est sous tutelle peut voter. Mais un jeune qui n'est pas dans cette situation ne pourrait pas le faire. Il y a là, à mon tour, l'occasion de pointer une différence, une incohérence en quelque sorte. Non, voilà. Est-ce qu'on pense que abaisser le droit de vote à 16 ans est une bonne ou une mauvaise idée? Le reste, c'est un peu de l'amphigourie. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement 1281 avec avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1284, Monsieur Lachaud, il est défendu? Non, il n'est pas défendu. Ah non. Mais faites attention je vais à ce que vous le dites. présenter. Si vous dites qu'il n'est pas défendu. Monsieur le Président, c'est un sujet important et malgré l'heure à laquelle normalement nous aurions dû suspendre nos travaux, nous allons nous attarder là-dessus, parce que le choix des mots est important. Il véhicule une idéologie précise. La Constitution actuelle a été rédigée à peine 14 ans après le droit de vote des femmes. À cette époque, les femmes mariées ne pouvaient toujours pas travailler ou ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Il était sans doute utile de préciser que le corps électoral est composé de tous les nationaux français majeurs des deux sexes. Il fallait entériner l'égalité des droits civiques entre les femmes et les hommes. Nous n'en sommes plus là, heureusement, aujourd'hui. Cette avancée devait être inscrite dans la norme suprême afin qu'aucun réactionnaire ne puisse imaginer revenir dessus. Mais aujourd'hui, qui pourrait encore contester le droit de vote des femmes? Aussi, remplacer nationaux français majeurs des deux sexes par personne majeure de nationalité française est une simple modernisation de la Constitution. L'identité sexuée est-elle vraiment pertinente pour l'exercice politique? Platon, dans la République, tranchait déjà le débat en montrant que cela n'avait pas plus de pertinence que la différence entre chauve et chevelu, vu qu'il n'y a aucun rapport avec l'exercice politique. Nombreux sont celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans une vision binaire de l'identité de genre, comme les personnes intersexes, queer ou transgenres, et sont symboliquement exclus du corps électoral par cette formule. Notre texte fondamental doit être inclusif et respectueux de l'identité de toutes et tous. Aussi, il semble évident qu'il est grand temps d'écrire le mot « personne majeure » à la place de « majeur des deux sexes. Merci, Monsieur le député. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement? Défavorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Il reste juste quelques amendements avec nous allons finir. 1298, Monsieur Brotherson. Il est défendu. Il est défendu. Et le 466 également. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Défavorable. Avis du Gouvernement? Défavorable. Je mets aux voix le 1298. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 466, même avis, même vote.
Monsieur Mélenchon, vous voulez faire un rappel au règlement? Vous avez la parole. Pour bien comprendre, Monsieur le Président, nous avions cru comprendre que la séance serait interrompue à 18 h. Nous sommes-nous trompés? Avons-nous mal compris? Et dans le cas où, évidemment, elle n'est pas arrêtée à 18 h, il est 18 h 20. À quelle heure va-t-on l'interrompre? Je rappelle que là... En effet, nous avions dit en conférence des présidents environ 18 h. Il est 18 h 20 et il reste 4 amendements dont plusieurs ne devraient pas être défendus avant que la séance soit levée. Je vous propose donc d'examiner le 1285. Alors, nous allons continuer. Donc, par cet amendement, c'est quand même assez particulier de traiter des questions qui ne sont pas des questions si légères à la va-vite, à une heure où nombre de nos collègues sont déjà rentrés en circonscription pour le 14 juillet. Et nous, moi-même et le président Mélenchon, nous devrions être en train d'écouter le président Macron dans les jardins de l'hôtel de Brienne parler aux militaires du 14 juillet, mais ce n'est pas grave. Par cet amendement, nous proposons de consacrer le droit de vote aux élections locales des étrangers en situation régulière, à l'image de ce dont bénéficient d'ores et déjà les citoyens et citoyennes ressortissants de pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, les droits politiques de personnes non détentrices de la nationalité française sont niés, sauf si elles sont ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne. Le droit de vote des personnes ressortissantes d'un autre pays que celui de la collectivité au sein de laquelle elles habitent est un phénomène répandu. La Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et plusieurs cantons suisses octroient le droit de vote à tous les étrangers qui résident sur leur territoire depuis quelques années. Donc, cela fait maintenant une décennie que les Français se prononcent majoritairement pour le droit de vote des étrangers extracommunautaires dans les enquêtes d'opinion. Il serait donc temps d'inscrire ce principe dans la Constitution afin de donner corps aux promesses non tenues des gouvernements successifs. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces 3 amendements? Défavorable. Madame la ministre? Défavorable. Défavorable. Je mets aux voix le 1285 présenté par Monsieur Lachaud. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 1183 présenté par Madame Vainqueur-Christophe. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et le 1928 n'a pas été défendu. Le 195 n'est pas défendu. Mes chers collègues, nous avons donc, il nous reste 1971 amendements à examiner sur ce texte.